Bonsoir, merci Marco. Franchement, les plus jeunes d'entre vous, il y a 50 ans, vous vous projetiez dans l'avenir, vous me voyez avec vous ici ce soir. Non, franchement. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire juive. Quand vous avez deux possibilités, choisissez toujours la troisième. Et donc, aujourd'hui, voilà, d'abord on m'attend, on veut parler de la mémoire, d'éduquer. Alors moi, je vais vous parler de ma mémoire et je vais vous éduquer. Et en vous éduquant, peut-être que je finirai par parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui en France. Peut-être que j'y arriverai à mêler tout ça. Donc, moi, je suis un juif de la diaspora. Je suis ni sioniste, ni antisioniste. Je suis asioniste. Pour la simple raison que, voilà, je suis né en 1945. Mes parents, après le débarquement, c'est-à-dire tout de suite après, ils ont repris espoir. Mon frère, qui a 9 ans de plus que moi, vivait caché chez un paysan près de Montauban. Mes parents étaient à Montauban. Une partie du temps, ils étaient cachés dans une forêt. Ils ont fait un enfant. Et donc, vous êtes tous adultes, vous savez comment ça se passe. Ça dure 9 mois. Et je suis né en avril 1945 et je suis un enfant de la liberté. Je suis un enfant de la liberté et imaginez que j'arrive, maternité de Montauban, je suis là 1 heure et je commence à parler. Vous savez que les Juifs parlent très tôt et très vite. Donc moi, je commence à parler. Et je dis à mes parents, je vais vous dire une chose, vous avez vécu quelque chose d'horrible, mais dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de soldats entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de police, il n'y aura plus de contrôle. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais ça sera un fleuve commun. Mes parents, se regardant, se disent on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Moi, je suis un enfant, un juif de la diaspora de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est en fait peut-être une des plus belles choses, et l'Europe est en danger, je vais en parler, mais une des plus belles réponses à ce qui nous est arrivé. Et si on ne comprend pas cela, on peut perdre les pédales et on peut perdre espoir. Vous savez, moi, quand j'étais à Yad Vashem, vous entrez dans Yad Vashem, vous avez d'abord la première salle, vous avez les cartes avec les flèches. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Et ce qui m'a impressionné à Yad Vashem, c'est ce monde de la diaspora incroyable que vous retrouvez, qu'on arrive à comprendre même quand on n'a pas connu. Pour moi, par exemple, j'ai toujours été fasciné par le Bund. J'espère que tout le monde connaît cette organisation ouvrière des Juifs qui n'étaient pas sionistes, mais qui, le Bund, les jeunes du Bund et les jeunes sionistes, ce sont ces jeunes-là qui, ensemble, ont organisé la dernière résistance du ghetto de Varsovie. Et l'appel de ces jeunes du ghetto de Varsovie
juste avant le massacre final de cette révolte, c'était un appel au peuple du monde, c'était un appel pour le Bund, à la classe ouvrière du monde, c'était un appel de « sauvez-nous, sauvez-nous les Juifs ». Et quand j'ai rencontré en Pologne, des années plus tard, un des derniers survivants, un des combattants, on dit un général, un des responsables, Marek Adelman, et qu'il vous racontait cette histoire, lui, Marek, d'autres de ses amis, des 2-3 survivants, ont été en Israël. Lui, il est resté en Pologne. Il a été un des soutiens de Solidarność. Donc pour moi, Yad Vashem, de revoir ces images, de revoir un peu tout ça, ça a été très impressionnant. D'autant plus que je crois que tous les Juifs, même moi je suis né en 1945, je suis donc de la génération d'après. Mais moi j'estime que j'ai une blessure prénatale. Et ça ressort à chaque fois quand je vois cette photo du petit gamin qui sort les mains levées du ghetto de Varsovie. Et même si je suis né en 1945, donc après, aucun juif ne peut pas, et moi je ne peux pas me dire, si j'étais né non pas en 1945, mais disons en 1937, 1935, ce gamin, ça aurait pu être moi. Et cette blessure prénatale, c'est de dire, quoi qu'on fasse, vous savez, je suis un juif qui ne va jamais à la synagogue. Je suis marié à une goye. Mon père n'a pas voulu que je sois circoncis. Vous savez tout sur moi. Hein? Et pourtant, malgré tout cela, je suis juif. Et donc mon fils n'est pas juif. Et pourtant, il est le manager du club de sport de Maccabi de Francfort. Et la communauté juive de Francfort espère qu'en l'attirant dans la communauté juive, ils vont pouvoir me récupérer. C'est de bonne guerre, mais lui, il est marié avec une Allemande d'origine érythréenne. Enfin, c'est très... Voilà, je veux pour vous dire que on peut, et nous et moi, donc avec cette histoire de blessure prénatale, je n'arrive pas dans des événements, n'importe quel événement, à ne pas le remettre dans un cadre de l'histoire juive. Par exemple, quand on parle des réfugiés, moi, tout de suite, j'ai en tête quoi? La conférence d'Évian, 1938. Vous connaissez la conférence d'Évian, 1938? Roosevelt, président américain, se dit les Juifs d'Allemagne ne vont pas pouvoir rester en Allemagne. Il faut organiser l'accueil des Juifs en Allemagne. Il veut faire cette conférence à Genève. Les Suisses disent par les temps qui courent, pas chez nous, pas chez nous. Et donc ils le font à Évian, de l'autre côté du lac Léman. La conférence, 37 diplomates de 37 pays commencent à discuter l'accueil des Juifs, disons 550 000, ça pose pas beaucoup de problèmes. Puis d'autres diplomates disent c'est compliqué, puisqu'il y a encore 1,5 million, 2 millions de Juifs en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce. Et en faisant les calculs, les diplomates disent qu'il y a environ 7,5 millions de Juifs en Europe. Et là, tous les États, l'Angleterre dit « Ah non, 200 000 Juifs, d'accord, mais on ne peut pas prendre plus de Juifs. » Je veux être honnête. En 1938, personne ne pensait à l'Holocauste. Donc je ne veux pas mentir. On est en 1938, on est que les pogroms s'intensifient, qu'en Allemagne, la nuit de cristal a eu lieu, qu'en Allemagne, le Reichstag a brûlé, que la persécution existe. Mes parents quittaient
l'Allemagne en 1933, pour des raisons politiques. Mon père était avocat politique, donc mon père et ma mère. Après l'incendie du Reichstag, on leur a dit « si vous ne partez pas, vous serez arrêtés ». Mais donc ça existait. Et devant ces persécutions, les Anglais ont dit « on ne peut pas prendre plus de 200 000 Juifs. Notre société ne peut pas absorber plus de 200 000. » Les Américains, la même chose. Rappelez-vous de ce bateau allemand qui traverse l'Atlantique, qui arrive à New York, qui descend sur Cuba, qui descend en Amérique latine, pour remonter avec les Juifs jusqu'à Hambourg, partant de Hambourg. Donc, il n'y a aucune exception. Et pour moi, ça, c'est le symbole de quoi? C'est que des fois, des sociétés, des peuples, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, la plupart du temps, de mauvaises raisons, quand il s'agit de réfugiés, eh bien, les cœurs se referment. C'était valable pour les Juifs, et je comprends qu'après cette expérience, après l'Holocauste, que des Juifs, et je crois que mes parents, ma mère voulait aller en Israël, mon père ne voulait pas, mais que des Juifs disent en 1945, too much c'est too much, on veut notre État. On veut notre État. Madame l'ambassadrice a dit, c'est l'État refuge pour tous les Juifs. Moi, en tant que Juif de la diaspora, je pense autrement. Mais je comprends qu'on puisse penser comme ça. Mais pour moi, aujourd'hui, l'avenir des Juifs, eh bien cet avenir en Europe dépend de notre capacité de nous battre contre l'antisémitisme, de nous battre contre le racisme, de nous battre contre les discriminations et de bien qu'on comprenne tous qu'on ne peut pas se faire laisser diviser. S'il y a de l'antisémitisme, il y a du racisme. S'il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme. Ceux qui croient que nous, les Juifs, on va se sauver parce que les musulmans, c'est autre chose, ou les Roms, c'est autre chose. Et je vous dis, quand un peuple se lance dans la haine, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, et ces peuples ne font plus la différence. Ils n'ont pas fait la différence pour nous, les Juifs, mais ils ne font pas la différence non plus pour les Roms, les Sinti, pour les Tziganes, donc pour n'importe quoi. Donc, pour moi, le projet européen, c'est ça, et c'est ça la mémoire. C'est d'avoir dit non aux deux plus grands totalitarismes qui ont massacré ce continent, le stalinisme communiste et le nazisme. Et donc, se battre pour l'Europe, c'est prendre au sérieux notre mémoire, la mémoire, prendre au sérieux ce qui nous a massacrés. Et si nous nous battons pour l'Europe, nous ne nous battons pas simplement pour une histoire comme ça, nous nous battons que s'il y a du nationalisme, s'il y a de l'égoïsme national, avec ce nationalisme suit, je dirais presque automatiquement, ce qui n'est pas vrai, mais ce nationalisme détermine racisme et antisémitisme. Et donc, pour moi, si vous voulez, cette histoire de l'Europe, c'est non seulement pour moi la dernière utopie pour laquelle ça vaille le coup de se battre, mais c'est une question de survie. On peut décider d'aller en Israël. Tov meot. Tov meot. Mais on peut aussi décider de ne pas vouloir aller en Israël. Moi, je suis un juif de la diaspora et je reconnais toute la légitimité démocratique d'un gouvernement en Israël, mais il ne parle pas pour moi. Moi, juif de la diaspora, je parle pour moi et pas autre chose. Je dis ça, pas ça, parce que je suis contre. Je dis simplement qu'il faut faire la part des choses. Et pour moi, si nous perdons l'Europe, si le nationalisme, et regardez la Hongrie, il y a nationalisme de droite et il y a antisémitisme, comme par hasard. Et regardez la Pologne,
il y a nationalisme et il y a racisme et antisémitisme, comme par hasard. Et vous voulez que je vous donne des autres exemples? L'Italie, eh bien allez-y. Et vous pouvez continuer partout comme ça. Mais que si nous perdons l'Europe, d'abord, tous les sionistes, les Israéliens, ils doivent se dire une chose. Si nous perdons l'Europe, ils perdent un de leurs plus grands alliés. Israël a besoin de l'Europe. Et tous ceux qui croient que le seul allié d'Israël, c'est Trump, ils se trompent. Ils se trompent. Car le nationalisme américain, à un moment, et Pittsburgh n'est pas un hasard, eh bien, il lâchera s'ils le sentent, s'ils ont le besoin. Si vous dites « Make America Great Again », c'est « Only America ». Et ne vous y méprenez pas. C'est tragique. Et le seul espace politique qui aujourd'hui, parce qu'il a vécu dans sa chair l'horreur des totalitarismes, l'Europe, c'est un espace qui ne lâchera jamais Israël, dont même les plus sionistes ont un intérêt à l'Europe. Donc nous, les Juifs de la diaspora, encore plus. Vous savez, c'est ce sentiment pour moi, et ce que je veux vous dire, c'est quand Pierre-François m'a demandé de parler, évidemment, il pensait à sa mère, à l'Europe, et il se disait, oui, Dany, il exprime l'Europe. Mais je vous ai dit il y a 50 ans, et je fais la bascule après sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 50 ans, quel était pour moi, et j'étais pas là, parce que j'étais expulsé, le plus grand moment où j'ai pleuré de joie de cette France, c'est quand des dizaines de milliers, des centaines de milliers en France, à Paris, ont crié « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Mais vous vous rendez compte, ils étaient blancs, ils étaient noirs, ils étaient catholiques, ils étaient musulmans, ils étaient rien du tout, ils étaient hommes ou femmes, et à un moment ils ont dit « Nous sommes tous des Juifs allemands », inimaginable que ce qui se passe aujourd'hui dans les ronds-points, il y ait un de ces gilets jaunes qui disent « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Et moi je dis c'est inimaginable, et c'est ce que j'ai dit ce matin sur France Inter. Moi, je suis allergique au jaune. Et ça se comprend. Ça se comprend. Moi, je ne veux pas. Et je ne veux pas vivre dans une société où on me dit « Mets ton gilet jaune et tu passes ». Non. Moi, je ne veux pas mettre de gilet jaune, mais je veux passer. Je veux me battre pour cette liberté. Moi, je n'accepte pas. Vous vous rendez compte que nous vivons dans un mouvement, et je ne nie pas qu'il y a des souffrances, des inégalités sociales que ces gens vivent dans leur peau et que ce gouvernement doit y donner des réponses. Et que j'espère qu'il trouvera les ressources intellectuelles, morales de donner des réponses à cette souffrance. Mais malheureusement, les gens qui souffrent sont des victimes, mais ils ne sont pas, par définition, des êtres bons. Tous les Juifs ont été des victimes, tous les Juifs ne sont pas des êtres bons. Ça serait trop beau. Oui, il faut apprendre de l'histoire, mais nous avons tous nos petites difficultés à apprendre de l'histoire. Soyons sincères des fois entre nous. C'est pas facile. On se laisse aller. Et donc, moi je vous dis une chose très simple. Il faut apprendre à nos enfants ce qui est arrivé aux Juifs. Il faut apprendre à nos enfants toutes les terreurs qui ont existé. Non pas parce que nous avons la solution de trouver comment il n'y aura plus de terreur,
mais parce que ça peut donner un sens de la responsabilité. De la responsabilité face aux victimes humaines, de la responsabilité face aux problèmes de l'humanité. Vous savez, j'étais très surpris, moi, dans les années 60, quand j'étais aux États-Unis, 64, 65, les jeunes Américains, classe moyenne, blancs, allaient dans le sud des États-Unis mobiliser les Noirs pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Plus de 50% de ces jeunes étaient des jeunes juifs. Surprenant, non? Les jeunes aux États-Unis, les juifs ne font pas 50%. Ça veut dire que oui, il peut y avoir comme ressource morale de l'histoire de la persécution une capacité d'une bienveillance, d'une sympathie pour ceux qui sont victimes. Et donc, je voudrais finir en disant, et aussi, Madame l'ambassadrice, oui, il y a de l'antisiotisme, beaucoup qui est antisémite. Mais toute critique d'Israël n'est pas antisémite, Elle peut se cacher, mais comme dans toutes les idéologies. Et vous savez, ce qui était horrible pour moi, mais pas illogique. Il y a un groupe de juifs qui vient de déclarer qu'ils veulent être membres de l'extrême droite allemande de l'alternative pour l'Allemagne. Pourquoi tous les juifs seraient plus intelligents que les autres? Maïesh, si c'était ça, peut-être qu'on vivrait mieux. Mais quand on voit l'État d'Israël, quand on voit les situations dans les communautés juives, nous devons être humbles et respectueux. On est un peu comme tout le monde, heureusement. Et donc, je finis par là vous dire, en tant que juif de la diaspora, j'espère que Yad Vashem, l'Holocauste, reste pour nous un défi pour notre action dans les sociétés. Plus jamais ça veut dire pouvoir dire aller en Israël, ou plus jamais ça pour moi peut vouloir dire se battre pour l'Europe, cet espace extraordinaire qui aujourd'hui, on ne parle plus d'une possible guerre entre la France et l'Allemagne. Et il y a des tas de juifs que je connais même qui viennent d'Israël pour qui, inimaginable, la ville de Berlin devient une ville refuge. Je vous répète, Berlin, là où est partie toute l'horreur. Aujourd'hui, vous avez pas seulement la communauté juive, vous avez des milliers de juifs d'Israël et d'autres qui pour 1 an, 2 ans, viennent se reposer à Berlin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à Berlin. Oui, il y a de l'antisémitisme, mais quand même, Berlin apparaît comme d'autres Paris, moins Paris en ce moment, voient cela comme ça. Et si nous arrivons, non pas à nous quereller, un juif doit être comme ça, ou un juif doit être comme ci, eh bien je crois que nous tirons les leçons de ce que nous voyons de la vie de la diaspora à Yad Vashem. Merci. Bravo Daniel. Bravo Dani.